Benvinguts, benvingudes per a aquesta primera sessió del segon dia de l'Àgora Cívica. És un plaer per nosaltres estar aquí a càrrec del programa de Cultura i Ciutadania. Saludem a la Jazmín Beyrak, que veiem que està arribant per la invitació. Aquest és un diàleg sobre la declaració de Friburg. Abans de donar-li pas al Patrice Meyerbeer, volia fer alguns elements de contextualització. Primer, quan el Patrice va arribar ahir al vespre, li vaig donar la benvinguda a Barcelona i li vaig dir que era molt benvingut. Li vaig fer el relat de la sessió inaugural d'ahir al dematí, del primer dia de l'Àgora Cívica, on la declaració de Friburg va ser esmentada 2 vegades a càrrec de l'alcalde de Barcelona, a càrrec del diputat, també, i també el ministre va mencionar el Patrice nominalment, i això també ja és una senyal de la importància que ha tingut la declaració de Friburg en la trajectòria dels drets culturals, aterrant també al Pla de Drets Culturals del Ministeri, a la llei, per exemple, foral de Navarra, i que ha sigut una font d'inspiració i un marc teòric importantíssim sobre drets culturals. Llavors, benvingut Patrice, molt benvingut a Barcelona, a aquesta sessió de l'Àgora Cívica. Un altre element de contextualització, perquè estem a l'Àgora Cívica, per tornar a dir que la declaració de Friburg, que s'adopta el 2007, és un document de la societat civil, i això també ens ha de donar molta inspiració per la trajectòria que ha tingut després. És un document de la societat civil que comença a l'Acadèmia, a Friburg, a la Càtedra d'Ètica i Drets Humans, que una primera versió es porta a la UNESCO cap al 1998. A la UNESCO no hi ha aquesta possibilitat de fer-ne un document, un instrument normatiu per als estats membres. Llavors es continua la feina amb un grup d'acadèmics, amb un grup d'ONGs, principalment del món francòfon, però també amb aportacions de l'Àfrica, dels països àrabs, i llavors aquesta declaració al final s'adopta i es presenta el 2007 al Palau de Nacions Unides a Ginebra, amb el patrocini de diversos membres del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals, que són presents també per la seva adopció. I això també ens indica que una declaració de la societat civil pot anar molt lluny. I va ser la societat civil que en adoptar-se la declaració després va permetre i va contribuir a l'observació del 2009, l'observació 21 sobre el dret de participar a la vida cultural i la creació del mandat de relator especial en l'esfera de drets culturals també el 2009. El 2009, el momentum dels drets culturals, un moment molt important. Tot això per dir que la societat civil compta molt en aquesta història. La declaració de Friburg ha estat traduïda a 13 idiomes. No crec que hi sigui el català, però això es pot comprovar. I dit això, de la trajectòria també no només ha sigut un marc teòric per la feina de les Nacions Unides sobre drets culturals, sinó que també ha tingut trajectòria normativa, fent eco des del món francòfon al món latinoamericà, on els drets culturals ja tenien una asseguda especial al nou constitucionalisme. I llavors hi ha un diàleg entre Friburg i Latinoamèrica, i per donar un exemple, quan des de Xile fa uns anys es feia la revisió de la Constitució, l'Assemblea Constituent ens va convidar a participar a la redacció de l'article 8, que era sobre drets culturals. I també hi ha hagut molts intercanvis, molta relació amb Mèxic, Equador, Colòmbia, Brasil, entre altres, on Patrice ha viatjat molt. Dit tot això pel context, li dono pas al Patrice per parlar del present, actualització de la declaració de Friburg. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Laurence. Merci pour cette invitation qui correspond exactement à l'esprit dans lequel nous avons travaillé sur cette déclaration depuis tant d'années, c'est-à-dire
Société civile, oui, mais au sens général du terme, qui inclut aussi bien les acteurs privés, à savoir les entreprises, les associations à but non lucratif, les ONG, ce qu'on appelle habituellement société civile, mais aussi les acteurs publics à tous les niveaux, comme dans CGLU, c'est-à-dire aux différents échelons. Et une déclaration n'avait de sens pour nous que si elle pouvait réunir tous ces acteurs. Donc transversal, concret, normatif. D'un côté, il fallait élargir la notion de culture et pas en rester à une culture cloisonnée. Mais pour élargir, il faut aussi élargir le nombre d'acteurs. Et paradoxalement, c'est cet élargissement qui permet d'être concret. Dans une logique bureaucratique, on doit restreindre le sujet pour pouvoir avoir un budget, un objectif, une rigueur. Dans une logique systémique et sociale, on a besoin d'élargir le sujet pour désigner quels sont les acteurs et comprendre leur synergie. Ça, c'était donc le principe. Alors, juste pour le passer, quelques mots sur cette conviction. Le premier élément était de prendre en charge, c'est-à-dire d'analyser puis de critiquer la célèbre définition de 1982 que tout le monde connaît. Et j'ai mis ici en vert la culture qui caractérise une société ou un groupe social. Autrement dit, c'était une définition collective. On a donc un problème de grammaire concret. Qui est le sujet? Quel est l'objet? Donc l'idée de la déclaration de Fribourg, principalement, c'était de reprendre cette définition, mais de la mettre sur ses pieds. Sur ses pieds, c'est-à-dire dans une approche droit humain. Les cultures, c'est un ensemble, on dira aujourd'hui de ressources culturelles, par lesquelles une personne ou un groupe exprime son humanité. Le fait de remettre sur ses pieds change tout. Or, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous avons besoin d'aller beaucoup plus loin dans les définitions. Définition de la culture, c'est trop vaste. Il faut définir qui est sujet. Ce n'est pas la culture qui est sujet. Ce n'est pas la culture qu'il faut inclure dans le développement. Ce sont les droits des personnes, donc les droits culturels, mais aussi leurs droits économiques, notamment le droit à la propriété, le droit au travail. Donc ce n'est pas l'économie qu'il faut inclure dans le développement, tout le monde croit que c'est le cas, mais c'est une mauvaise économie qui est dans un mauvais développement. Donc cette approche basée sur les droits humains est transversale dans ce sens-là. Je vais y revenir dans la dernière partie. Donc déclarer, ça ne veut pas dire énoncer des grands principes ici. Ça veut dire montrer le sens, montrer le lien, avec cette idée principale que c'est le sens logique entre les termes. On désigne le sujet, on désigne les objets, on désigne les compléments dans une relation de droit qui fonde toute culture démocratique que la stratégie se fait. J'y reviendrai. Déclarer, c'est démontrer le lien, c'est démontrer le sens. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons une démonstration par l'absurde dont on se serait bien passé. Tout le monde ment, les États mentent, le droit international n'a plus de sens, il est cassé. Comment se fait-il qu'on n'a pas été capable de mettre un frein là-dessus? Comment est-il que nous avons été tous, je veux dire, non seulement nos États, mais aussi les grands acteurs, dans un déni général sur les crises à venir, la crise écologique, mais aussi les guerres? Comment se fait-il qu'on n'a pas vu que pour arriver à un génocide, il faut commencer par violer sur plusieurs dizaines d'années, sur plusieurs générations, tous les droits culturels, systématiquement, globalement, et qu'on ne peut pas faire la guerre si on ne commence pas par détruire les cerveaux? Comment se fait-il qu'on n'a pas compris à quel point les droits culturels sont au cœur même, non seulement de la dignité comme principe,
mais la dignité définie comme le droit de savoir, le droit de participer au savoir. Aristote disait, pour moi c'est une phrase fondatrice, tout homme par nature désire savoir. C'est ça qui fait sa dignité. Et il doit être reconnu comme étant capable de savoir. Si vous voulez faire une violence, quelle qu'elle soit, aussi bien au sein de la famille qu'au niveau international, qu'au niveau d'une discrimination quelle qu'elle soit, eh bien, y compris linguistique, eh bien, il faut dénier ce droit de savoir aux autres et par conséquent le dénier à soi aussi parce qu'on se prive du savoir des autres. C'est ça la base la plus politique, mais en même temps la plus intime de cette reconnaissance de ce qui, en chacun de nous, fait notre capacité. Nous pouvons devenir beaucoup plus intelligents parce que nous pouvons aller chercher l'intelligence des autres, dans les autres et aussi dans les choses et dans la nature. Comment se fait-il que nous n'avons pas été capables? Eh bien, je dirais, parce que nous ne croyons pas assez, nous n'avons pas assez cette conviction. Nous n'avons pas cette conviction que l'homme pauvre, l'homme violenté, le peuple pauvre, le peuple violenté a les clés des savoirs essentiels. C'est là où la privation de culture fait le plus mal. Quand je dis privation de culture, je veux dire privation de son histoire, privation de sa langue, privation des connaissances de son environnement, y compris scientifique, privation de ses valeurs traditionnelles, privation de sa connaissance de l'alimentation, eh bien, c'est cela qui fait le concret de la dignité humaine. Et c'est dans chacune de ces dimensions, vous avez un immense facteur d'admiration et d'espérance. Donc nous avons ici, avec les droits culturels, la vision la plus tragique. À la fois les violences les pires qui conduisent au meurtre de masse et à la destruction de tous nos espaces publics par la relativisation générale de tout ce qui pourrait autrefois être vérité, et c'est en même temps le motif d'espérance, à la fois le blocage de tout, de désespoir, et à la fois l'effet de levier sur l'ensemble des droits humains, et notamment en prenant accent sur les hommes et les femmes qui sont en plus grande souffrance, non seulement ceux qui sont victimes, parce que souvent ils ne peuvent plus parler, mais ceux qui sont dans une chaîne de valeurs des proches aidants, des plus ou moins lointains aidants, mais non moins importants. Voilà ce qu'il nous faut restituer. Déclarer, c'est déclarer le sens d'une chaîne de valeurs entre les idées les plus fondamentales et les acteurs. Et c'est bien les relier. Eh bien, pour faire ce lien, nous ne savons pas encore. Nous n'avons pas de définition suffisamment forte. Il faut aller beaucoup plus loin. Il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Donc il faut se débarrasser de ce schéma illusoire et paresseux qui dirait que d'un côté, il y a les théories et les déclarations, et de l'autre côté, il y a la mise en œuvre. On ne peut pas mettre en œuvre une idée molle. Voilà, ça c'était pour la première approche. Je m'arrête. Nous ne savons rien, nous sommes frileux par rapport à tout ce que nous devrions savoir. La preuve en est, malheureusement, nous sommes tous soumis à cette honte. Alors, en prenant simplement dans la déclaration des droits culturels un faisceau de droits, j'ai pris la notion de faisceau au sens de faisceau lumineux, pas faisceau des fascistes, mais le faisceau lumineux, où c'est toutes les composantes d'une lumière qui, en même temps, donne une lumière blanche quand elle est complètement concentrée. Notre proposition, c'est que les droits culturels ne sont pas seulement une catégorie par rapport aux autres, catégorie qui a une logique historique et assez administrative, mais ils sont comme le cœur, comme un centre. Non pas qu'ils sont plus importants, mais qu'ils ont un effet de levier tout à fait particulier. Pourquoi? Parce que pour développer chacun de ces droits, il faut d'abord connaître. Pas seulement connaître ses droits, mais connaître la substance même. Donc, je vous les remets ici, mais vous les avez tous sur Internet, on n'a pas le temps de les regarder. Je vais simplement montrer comment, par un exemple, à l'intérieur même des
8 droits que nous avons pu décomposer, mais on peut les arranger en 7 ou en 9, peu importe, c'est comme un instrument juridique, on découpe, mais ce qui compte, c'est d'avoir une approche systémique. Je fais le lien précis, nous faisons le lien précis avec tous les amis qui ont travaillé là-dessus, dont tu as cité, j'ai cité les 3 rapporteuses spéciales, et puis Mylène qui est ici, qui les a accompagnées toutes les 3, et puis Joanne Bouchard qui n'est pas là, et puis tous les amis, Alphonse, Jordi, etc., qui ont participé. Je ne peux pas les citer tous parce que j'aurais déjà épuisé le double de mon temps. Merci à chacune et à chacun. Donc l'idée, c'est que les droits culturels, la rapporteure spéciale sur le droit à l'éducation l'a démontré, c'est un droit culturel, puisque si l'éducation, ce n'est pas accéder, participer, pratiquer, contribuer à la vie culturelle, ça n'est rien. Donc ce n'est pas une dimension, c'est la substance même. Mais l'information aussi, parce que si le droit de participer à une vie informationnelle digne, c'est-à-dire de produire les savoirs là où on est, de les échanger, de travailler, si ce n'est pas ça, le travail culturel, ça n'est rien. Et si le droit à l'information n'est pas garanti par le droit à la formation de base, le droit à l'information n'est pas possible. Et quel est le contenu de la formation et de l'information? Ce sont des patrimoines linguistiques, des patrimoines scientifiques, des patrimoines éthiques, des patrimoines sociaux, des patrimoines alimentaires. Donc là, vous avez une unité. Dès que vous avez un droit humain qui est violé nécessairement, vous avez systématiquement et sur le long terme une violation de ces 3 droits qui sont 3 frères ou 3 sœurs libertés. Ça vous montre, si vous voulez, qu'on distingue des droits pour pouvoir montrer leurs interdépendances. Ça, c'est une vision stratégique. Ce n'est pas seulement une déclaration de principe où on énumère des idées comme des wagons dans un train, n'est-ce pas? Mais au fur et à mesure où on les distingue, on montre que ce sont à chaque fois des actions, des sujets et des compléments. Alors, dans le présent, nous mettons l'accent sur une révision de cette déclaration. Et on met beaucoup plus l'accent sur la relation de droit et notamment sur la participation. Au cœur de chaque droit, vous avez un verbe qui relie les détenteurs de droits, sujets de droit, aux différents porteurs d'obligations. Et ce verbe est toujours une participation à un savoir. Donc nous pouvons ainsi lier une approche extrêmement sensible des droits culturels que je pourrais dire, c'est les droits de toucher et d'être touché, d'écouter, d'être écouté, entendu et d'entendre, d'être regardé, non pas invisible, vu, de regarder et de voir, d'être senti et de sentir, d'être goûté et de goûter, d'être choisi, enfin, au cœur de toute liberté, et de choisir. Donc vous êtes à la fois au plus intime, et ce que j'irais à l'extime, là où l'intime devient extérieur, là où l'intime se montre comme étant un bien commun que l'on peut partager. Voilà pour une définition sensible. Et maintenant, une définition développée. Dans la révision de la déclaration de Fribourg que nous mettons maintenant, nous ajoutons des définitions. D'abord, on a dit on n'a pas attendu de définir l'homme pour définir les droits de l'homme, les droits humains. Alors on a dit on ne va pas définir les droits culturels, et finalement on en a besoin. D'où définition sur lesquelles on travaille en ce moment. Les droits culturels désignent les droits, libertés et responsabilités pour une personne seule et en commun de choisir et d'exprimer son identité. Ça, c'est le principe, le but et le moyen de participer aux références culturelles comme à autant de ressources qui sont nécessaires tout au long de sa vie. On n'a pas dit de participer à la culture, c'est trop vague. De participer à des ressources, et il faut les désigner, parce que c'est une multiplicité. Si on dit la ressource, on a un milieu global. On ne veut pas de globalité. Une approche systémique, ce n'est pas une approche globale. Une approche systémique, elle est analytique. On cherche les distinctions pour trouver
les contrastes, les oppositions, parce que c'est dans les oppositions que se trouve l'intelligence. À la fois l'intelligence théorique et l'intelligence stratégique, qui est en principe la même. Quand on arrive à ces intuitions fortes, rares, où on peut effectivement montrer les deux faces d'une idée. Ça a des faces de lumière et ça a des faces d'éclairage du quotidien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette lumière, on l'a recueillie dans les visages des autres. Ce n'est pas simplement quelque chose qu'on a travaillé dans les livres, même si dans les livres, on a reconnu les visages qui nous l'ont appris. Donc de participer aux références culturelles, on ajouterait dans leur immense diversité, comme à autant de ressources qui sont nécessaires tout au long de sa vie à son processus d'identification ou de reconnaissance, de communication et de création. Identifier, c'est reconnaître. Le droit, non pas à l'identité, il faut chercher les verbes, mais le droit d'identifier, le droit de s'identifier, le droit d'être identifié. Il faut chercher les verbes dans leur réciprocité. Au cœur de chaque droit humain, on a un verbe, une action, avec sa réciprocité. Le sujet devient lui-même objet, destinataire de son propre droit. Ça, c'est une définition. J'en prends un autre. On a mis chaque personne seule et en commun. Ça n'est pas des droits individuels et collectifs, parce que ça veut dire qu'on met deux idées à plat. Elles ne sont pas à plat. Chacun, y compris quand il aime, y compris quand il se réfère à une communauté forte, qu'elle soit linguistique, qu'elle soit familiale, qu'elle soit éthique, qu'elle soit confessionnelle, qu'elle soit politique, dans une communauté politique, il devient de plus en plus lui-même. Mais c'est en devenant de plus en plus lui-même parce qu'il partage des biens communs. Donc nous avons mis l'accent sur chaque personne seule et en commun. Il n'y a pas des droits individuels d'un côté et des droits collectifs. En tant les droits de, si on dit le droit de la culture ou le droit de propriété, ça peut être du droit collectif. Si je dis le droit à, c'est du droit individuel qui peut s'exercer collectivement. Mais c'est le même sujet avec ses deux faces. Il faut à tout prix garder ces deux faces. Je reprends l'exemple de la violence. On ne peut traiter la violence publique, on ne peut traiter la violence militaire sans traiter la violence intrafamiliale et réciproquement. On l'a vu ça, je l'ai vu en Tunisie, mais je n'ai pas le temps de déployer. Mais c'est la même violence, c'est la même dignité. La dignité individuelle, c'est un bien commun qui, donc, à la fois, n'est pas seulement un bien collectif, c'est plus intime que ça. Le bien commun, c'est ce qui est au cœur de chacun, et c'est au cœur de chacun qu'on trouve l'humanité la plus profonde, la plus ambitieuse et la plus réjouissante, ou au contraire, la plus désœuvrée, la plus décourageante. Patrice, je reprends la parole sur la dimension culturelle. Je reprends la parole pour introduire la partie future. Merci Patrice pour ces mots qui, je suis sûre, vous font réfléchir même à cette heure matinale pour Barcelone. Sur la dimension culturelle des autres droits humains, dès la déclaration de Fribourg et dans la déclaration de Fribourg, on parlait déjà de la dimension culturelle des droits. Pourquoi ? Parce que, comme l'expliquait Patrice, on est en systémie, les droits humains sont indivisibles, interdépendants. Ce qui veut dire que quand on définit et on précise et on va chercher et expliciter un droit culturel, les droits culturels, ce qu'a fait la déclaration de Fribourg et d'autres travaux par la suite, ça veut dire qu'on approfondit ces droits et ça nous permet d'aller rechercher dans d'autres droits cette dimension culturelle qui était absente. Tu as mentionné l'alimentation, tu as mentionné le travail, et donc il y a un travail justement qui est en cours au sein du groupe de Fribourg, mais aussi en écho avec d'autres personnes, principalement dans le monde francophone, mais aussi dans le monde hispanophone. Je salue Christelle et Barbara, qui arrivent du réseau Culture 21, qui ont été des complices de longue date de ce travail-là, et du travail qui s'accomplit en France. Et donc, il y a eu un travail qui a commencé à Fribourg autour du 15e anniversaire de la déclaration. C'était en 2022. On s'est dit, là, et le moment est venu de faire ce qui était dit dans la déclaration et d'aller regarder les autres droits à partir des droits culturels. Et il y a des groupes de travail qui sont établis, un sur l'alimentation, un autre sur la santé, le soin,
qu'est-ce que la dimension culturelle du droit à la santé, sur l'habitat, sur la gouvernance, sur la liberté d'expression et sur le travail. Ces groupes se sont réunis en sous-groupes par visioconférence, mais également se sont rencontrés une première fois à Villeurbanne, une deuxième fois à Marseille, c'était il y a quelques mois, et ce travail est en cours avec une méthodologie aussi, parce qu'il y a le pratique d'élargir et de rencontrer des personnes qui travaillent aussi dans ces champs des droits humains, mais également une méthodologie dont je te laisse nous dire quelques mots. Oui, merci. Donc je prends là l'autre définition qui pour l'UNESCO est beaucoup plus large et beaucoup plus précise, et c'est ce qui inaugure un petit peu ce qu'on veut faire. Et on s'est aperçu, par exemple pour le droit au travail, que Mylène a participé aussi, le droit au travail, elle disait qu'est-ce que c'est qu'un droit digne? Eh bien c'est quand le travailleur a les bonnes conditions de travail. Et il n'y avait pas un mot, de façon générale, après c'est arrivé, sur l'œuvre. Donc l'idée principale, c'est qu'entre le sujet de droit et les débiteurs, ceux qui sont responsables, il y a l'œuvre, et c'est ça qui compte. Donc on doit, quand je vous disais, chaque droit est un verbe, et c'est un verbe qui lui-même est au travail et qui lui-même culture. Le choix méthodologique est le suivant que j'indique ici. On est à peu près tous d'accord pour dire qu'un droit humain universel doit s'adapter à la diversité de son milieu. C'est l'adéquation. Ça ne suffit pas. C'est bien de s'adapter à son milieu parce qu'on suppose qu'il y a quand même des richesses. Et si on veut dire c'est la substance même de chaque droit qui est culturellement construite et en indique le sens et l'interdépendance avec les autres droits humains. Je prends ici, pour faire bref, un exemple d'un de nos groupes sur le droit d'habiter. Le droit d'habiter, ce n'est pas le droit au logement. Le droit au travail, ce n'est pas seulement le droit d'avoir un emploi, c'est le droit de travailler, y compris bénévolement. Le droit d'habiter, c'est clairement le droit d'hospitalité. Il est complètement inséparable du droit de soigner, hospitalité, l'hôpital, du droit d'alimenter, n'est-ce pas, puisque c'est lui-même de l'alimentation. Il est inséparable d'une approche de son corps, puisque la maison, c'est comme un deuxième corps. Or, tout ce qui est identité et reconnaissance, nous l'avons sur la peau. Donc, nous l'avons aussi bien sur les meubles que sur les murs, que sur les fenêtres, que dans les portes, évidemment que dans les paysages, les chemins et les routes. Alors, on élargit, d'un point de vue du droit positif, c'est un peu inquiétant, mais en réalité, quand on fait un projet urbanistique, quand on fait un projet de modification d'un espace comme celui-ci, d'une maison individuelle, d'un espace intérieur, on cherche ces correspondances. Et donc, ça n'est pas une approche moins matérielle, où on ajouterait plus d'âme, c'est une approche plus spirituelle, c'est-à-dire plus matérielle, parce qu'on sait que toutes les matières parlent, et on a besoin des matières qu'on a besoin de son corps. Voilà, ça c'est l'idée, si vous voulez, qu'on pourra développer, par exemple, qu'on développe avec beaucoup d'éléments dans la notion d'habitation. L'idée ici méthodologique, il y en a d'autres, on l'a pris en prenant les 8 droits culturels pour voir quelles sont les interférences entre ces 8 droits et le droit d'habiter ou le droit de s'exprimer, etc. On peut aussi le prendre avec un cercle comme ça, qui met l'alimentation, la participation au milieu, et c'est toujours participer à une vie d'habitation, hein, où on élargit bien entendu à l'habitation avec tous les milieux naturels, avec tous les êtres vivants ou non qui peuplent un milieu. Et vous avez forcément en haut la notion d'identité de reconnaissance. Pour participer, il faut avoir des savoirs. Donc vous avez ici la dimension culturelle qui n'est pas secondaire, mais qui est centrale. Et vous avez forcément une dimension esthétique, que je simplifie ici, pour dire que vous avez une harmonie de ces composantes physiques, spirituelles. Voilà. En même temps, vous avez forcément communication, etc. Dimension d'économie et une dimension politique d'espace public. On va habiter une maison,
On va habiter un espace public dans ces deux dimensions. C'est aussi bien la rue, la terrasse, le café, que l'espace public au sens sociopolitique, c'est-à-dire l'espace de débat. Et ô combien il faut habiter cet espace qui est aujourd'hui pollué. Merci. On fait l'appel maintenant ? L'appel, oui. Je reprends la parole pour l'appel. Et comme ça, on a un petit temps de questions. Pour vous dire que ce travail est en cours, il se poursuit, que si vous êtes curieux, intéressé, vous avez envie de participer dans vos différentes communautés, soit des communautés de recherche du monde académique, soit de la société civile, soit tout autre. Si tu peux mettre la diapositive à la fin où il y a les contacts. Vous pouvez nous voir ici, maintenant. On peut se retrouver à la fin à 13h15 pour une première conversation. Un appel aussi à la recherche. S'il y a des recherches en cours sur les droits culturels, d'ouvrir ce dialogue aux chercheurs, aux autres personnes intéressées. Le dialogue se poursuit aussi le 30 septembre avec d'autres initiatives sur les droits culturels, la déclaration de Barcelone, évidemment, qui sera présentée mardi prochain, d'autres initiatives en Amérique latine qui sont en cours. C'était ce qu'on avait à dire. Patrice, tu vois autre chose? Ou on laisse la place aux questions? Est-ce que c'est possible de donner la place aux questions? Oui. Merci. Il y a une première question. Il y a una primera pregunta. No sé en quin idioma ella parla. ¿En castellà? Sí. Me gustaría... Un instant. Sí. Me gustaría ver la diferencia entre esos, de algunos de los derechos que ha nombrado. Es decir, como economista, y cuando nos piden que evaluemos si se cumplen o no se cumplen los derechos culturales, a nosotros nos gusta contar las cosas. Es decir, y la variable derecho, en algunos casos, es dicotómica. Es decir, el derecho a la vivienda, aún con esas concepciones extendidas, podemos llegar a un punto donde decimos ¿se cumple o no se cumple el derecho a la vivienda? Es decir, ¿alguien tiene vivienda o no tiene vivienda? ¿Alguien tiene trabajo o no tiene trabajo? En el ámbito de los derechos culturales, cuando se habla del derecho a ser reconocido, esto puede ser potencialmente reconocido, es decir, alguien puede estar, tiene los recursos, las capacidades, porque está en Internet, en alguna página web, pero la visibilidad es muy baja. Es decir, ¿se puede hablar que en los derechos culturales es un derecho de grado, no dicotómico como el resto de los derechos que ha nombrado, como la vivienda o la... Tu veux répondre? Sí. Gracias. Tu veux prendre d'autres questions? Tu veux répondre? On répond. Non, sûrement pas. Il n'y a pas deux catégories. L'économie, ce n'est pas que du quantitatif. Bon. Dans une approche d'économie circulaire, on cherche les effets indirects. Donc vous avez des indicateurs seconds, alors on dirait en statistique des proxys, mais c'est beaucoup plus large que ça. Dans un pays où vous avez de la violence, vous savez que les droits culturels sont violés. Dans un pays, vous pouvez mesurer évidemment la taille du poignet, comme on le fait à l'UNICEF des enfants, pour savoir qu'ils ont faim. Mais bon, on n'a pas besoin de ça, n'est-ce pas? Ça se voit. Donc vous ne pouvez pas tout découper, vous ne pouvez pas tout quantifier, c'est nécessaire. Mais l'économie aussi, si vous permettez, c'est beaucoup plus que ça. C'est une économie qui fonctionne sur l'investissement. Un investissement durable, ça ne veut pas dire simplement pour le long terme, c'est un investissement qui commence maintenant, voilà, mais qui va aller plus loin. Donc les indicateurs, ils sont légion. C'est pas des... On peut le dire pour les droits linguistiques. Là, vous pouvez compter. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez compter. Les logiques de discrimination, vous pouvez compter. Combien de peuples, combien d'individus sont discriminés, n'est-ce pas, dans leurs droits. L'éducation, vous pouvez compter aussi combien ne vont pas à l'école. Encore faut-il savoir quelle école. Et là, ça devient plus compliqué. Quand vous allez plus sur le terrain, vous cherchez non pas simplement des gens qui vont à l'école. Qui est alphabétisé? Il faut déjà faire des enquêtes.
Mais ensuite, qui est alphabétisé dans la bonne langue, de la bonne façon qui convient? Vous arrivez. On a fait au Burkina Faso 45 indicateurs sur les capacités. Mais ça aussi, c'est très bien, c'est important, à condition d'avoir en même temps une vision systémique. Donc les droits culturels, mais c'est vrai aussi bien pour les droits économiques que pour les droits à l'écologie, vous avez des milieux qui sont abîmés, qui sont disproportionnés. Donc il faut beaucoup plus des indicateurs sur la richesse des milieux, qui impliquent évidemment la richesse des différents acteurs et individuels et collectifs. Voilà. Je ne veux pas faire plus long, mais il ne faut surtout pas catégoriser l'économie à l'économétrie ou à des indicateurs qui sont statistiques. Il ne faut pas non plus dire il y a le quantitatif et le qualitatif, ce n'est pas vrai. Tout ça est lié. On a besoin de seuils qualitatifs, donc des quantités qui nous amènent à une richesse. Toutes les disciplines ont besoin d'être beaucoup plus systémiques pour pouvoir s'entrecroiser. Hi ha una altra pregunta per aquí? Si hi ha el micròfon. Hi ha aquí J'ai una ici. pregunta i aquí també. No sé. Tenim 3 minuts. Je voudrais bien, merci beaucoup pour l'intervention. Je viens de la Fédération internationale de coalition pour la diversité culturelle. Je voudrais bien savoir les raisons que vous voyez pour la résistance à l'idée d'avoir culture comme l'objectif, le goal 18e de le SDG 2030. Parce que c'est bien politique aussi bien que logistique. Merci. Vos commentaires sur l'opposition générale. La question est sur l'opposition, les raisons de l'opposition? Oui. Oui, quelles raisons on voit à l'opposition d'un objectif culture? Ça, je pense que Jordi sera mieux placé que moi pour répondre à cette question-là. Je crois que ce qu'il y a... Il y a une session après sur ce sujet-là. Je pense qu'il y a un élément central dont j'ai à peine parlé, mais c'est que la culture est complètement démembrée. Donc ce qui convient en tout cas, c'est de mettre culture scientifique au même niveau que culture artistique. C'est central. Et je prends les autres domaines aussi. Sinon, on n'y comprend plus rien. Sinon, on va croire que c'est les cultureux, les artistes qui défendent leur vie, ce qui est légitime. Mais c'est beaucoup plus que ça. Tous les acteurs culturels, quel que soit leur domaine, de l'éducation, des sciences, des religions, etc., peuvent porter le pire ou le meilleur. Et c'est dans leurs liens qu'ils peuvent faire le meilleur. Je pense qu'on a le temps pour encore une question. Il y avait une question ici. Et ça sera, je pense, la dernière. Pour les autres qui avaient des questions, on vous propose de venir à notre rencontre. Nous sommes là jusqu'au 2 octobre. C'est ça, Patrice? Jusqu'au 1er octobre, Patrice. Jusqu'au 2 octobre, moi. Voy a hacer la pregunta en español. Mi nombre es Patricia Morales, de la Cátedra UNESCO en Seguridad Humana de Argentina. Se escucha mal, ¿no? ¿Te entiendes? Sí, gracias. Parto de Eduardo Galeano, un escritor uruguayo que distinguía entre identidades heredadas e identidades adquiridas. Y esto muestra un poco la complejidad, no sé si es el tema de grado, pero sí la complejidad de la implementación de derechos culturales para articular estos derechos culturales como derechos humanos y la libertad misma, porque la libertad tiene que autorizar mismo a que dentro de esa implementación de derechos culturales en distintos pueblos pueda haber diversidad y divergencia, por ejemplo, en temas de machismo y pueblos originarios, por decir algo, en derechos de propiedad, de concepción de la propiedad que queda en manos de los hombres, y si realmente solamente ponemos el acento en el derecho cultural como algo heredado, tradicional, no podemos comprender la posibilidad del derecho adquirido, que es justamente la realización de la libertad, que es otro derecho. Es decir, que la complejidad está en la conflictividad en la implementación de los derechos humanos. Muchas gracias. Merci.
Pardonnez-moi si je réponds de façon un peu dogmatique et rapide, hein, mais ce problème est général. Ce n'est pas pour les droits culturels seulement, c'est un problème biologique aussi. Je reçois une hérédité et ensuite je travaille avec. J'ai peut-être reçu une ou deux langues. Je la reçois comme une richesse limitée et après je me l'approprie, je la modifie et je peux en changer selon les cas. Et on n'a pas de raison d'opposer le passé au présent, au futur. Le présent, c'est quoi? C'est du passé qui est déjà là et qui engendre des capacités pour faire un futur. Et le futur, c'est quelque chose qui est aussi déjà là. Et mon présent doit constamment travailler pour avoir sa verticalité, sa profondeur sur ces héritages qui sont des ressources dans lesquelles il faut tailler, travailler, reprendre, modifier, et pour pouvoir forger des possibles différents. Les droits culturels sont sur toutes les frontières. C'est pour ça qu'on en a peur. Et on a raison d'en avoir peur, parce que c'est ce qui affronte tous les essentialismes, qu'ils soient passéisme ou qu'ils soient l'idée d'un futur radieux, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont sur tout ce qui fonde les dénis, les découragements. La violence, l'espérance est violente. Je crois que ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup. Bonne Agora Cívic a tous. Molt bon dia a tots i donem pas a la propera sessió. Moltes gràcies.